Merci, mon cher Thierry, pour cette parole très forte et très juste. Ce mélange d'exigence et de bienveillance qui est vraiment le regard qu'il convient de porter. Euh, je, je vous ai vu, je vous ai vu prendre des notes, hocher la tête. Euh, Maintenant, je vous donnerai bien, on n'est pas très à l'heure, mais bon, c'est la tempête, que voulez-vous? Et donc, je veux bien prendre quelques questions ou quelques remarques et ensuite, que ce soit à distance, Maestro, si tu interviendras tout à l'heure. Et donc, est-ce que quelqu'un veut faire cette démarche absolument courageuse de prendre la parole en premier? Oui, merci. Moi, je suis vraiment frappé par la convergence entre le discours de Fabrice Exil, qui m'a vraiment ouvert les horizons, je le dis très clairement, et le discours du parent de Monsieur Laurin, qui est en même temps président d'une association gestionnaire. Il y en a marre de partir du discours du haut, auquel appartient à l'évidence le rapport de l'ONU. Voilà, je vais pas faire comme De Gaulle en disant l'ONU, 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 sur mon siège. Euh, Partons du bas, partons de ce que souhaitent les parents, de ce que veulent les parents. Partons du terrain pour définir une politique et non pas d'une catégorisation qui s'adresse aux catégories sociales, professionnelles, alors que nous savons, notamment lorsque nous sommes gestionnaires, qu'en réalité, euh, il y a des parents qui ne sont pas accessibles. On parle beaucoup des enfants, mais parlons également des parents, des aidants. Il y a beaucoup de parents d'aidants qui ne sont pas accessibles, même avec des aides, des aidants, de ceux qui savent, qui ne sont pas accessibles à une liberté de choix. Donc c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut permettre aux uns et aux autres d'opérer le choix. Et encore une fois, je le dis, et sans doute certains diront que Richard ne sait dire que cela, mais la Convention de l'ONU, c'est la liberté de choix. Nulle part dans les articles de la Convention de l'ONU, on ne parle d'inclusion. On ne parle que de la liberté de choix. Et c'est cette liberté de choix qu'il faut organiser, notamment sur les personnes polyhandicapées, au service, enfin, il faut s'adresser aux parents. Voilà, c'est tout. Et c'est les parents qui sont en capacité de définir quelle est la politique qui paraît la plus appropriée. C'était André Schild, le président du CESAP, et je tiens à dire que je partage complètement cette notion de choix. Je voudrais juste rajouter un tout petit élément. C'est vrai, nous ne savons pas combien il y a de personnes polyhandicapées et donc de personnes sans solution. Nous savons moins encore combien il y a de personnes avec des solutions, des mauvaises solutions ou des solutions inadaptées. Ce que je voulais vous dire, c'est, comme vous savez, le volet polyhandicap touche à sa fin, puisque c'était une stratégie quinquennale, touche à sa fin en décembre de cette année. Nous allons avoir un comité de pilotage sur le volet polyhandicap dès le début novembre, le 8 pour être précise. Nous avons eu hier une réunion préparatoire au cours de laquelle nous avons vraiment mis toutes ces questions en exergue et nous avons eu des promesses qui ne sont pas les promesses du gouvernement pour l'instant, qui sont les promesses des administrations. Mais ce que je voulais vous dire simplement, c'est que tout seul, on ne peut pas grand-chose, vous le savez, tous ensemble, on peut y arriver. Je pense que ce collectif que nous avons créé, que nous avons rebaptisé collectif Urgence Polyhandicap, est vraiment quelque chose qui nous va peut-être nous permettre d'avancer. À pas de fourmi, hein, je suis pas très dupe, mais ce que je voulais vous dire, c'est que on continue, qu'on a terriblement besoin de vous
et qu'on a notamment besoin de vos témoignages à tous, parents, professionnels. On les a demandé via la lettre du polyhandicap que vous vous arrachez chaque début de mois, et bien sûr, et s'il vous plaît, écrivez-nous, répondez-nous, racontez-nous votre quotidien, dites-nous ce qui ne va pas, que vous soyez parents et surtout que vous soyez professionnels, on a vraiment besoin de ça. Voilà, j'arrête. Une autre question, une autre... Oui, Bonjour à tous, je suis Ivan Kruger, je suis directeur d'un EEAP à Paris qui accueille des enfants polyhandicapés entre 10 et 20 ans en externat et en internat de semaine pour l'œuvre de secours aux enfants. Je vous remercie vraiment pour cette journée. C'est important qu'on se rencontre et qu'on échange sur nos pratiques et sur les pensées qu'on a et les directions qu'on va prendre. Moi, j'avais une question par rapport à l'organisation de cette journée parce que j'ai relu le programme. Et vraiment, c'est très juste et très touchant, en fait, de tous se rencontrer comme ça. Mais je vois pas de politique présent aujourd'hui des pouvoirs publics, parce que tous ces messages qu'on se donne aujourd'hui, on les connaît, on les vit ensemble au quotidien, on lutte ensemble pour trouver des solutions tous les jours pour les familles, pour les enfants qu'on accueille. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai remporté un appel à projet pour ouvrir une unité externalisée d'enseignement. La première à Paris pour les enfants polyhandicapés. Et j'ai eu ma première réunion avec l'Éducation nationale. Et elle me dit, alors moi, c'est des enfants entre 10 et 20 ans. Et elle me dit, vous avez combien d'enfants entre 10 et 12 ans? Je dis, comment ça? Elle me dit, bah oui, c'est ça le texte, en fait. À l'Éducation nationale, c'est entre 10 et 12 ans. Je dis, mais madame, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Ça rentre pas dans ces cases-là. Donc en fait, il y a des choses qui sont proposées, mais il n'y a pas de modularité qui existe comme nous, on le fait tous les jours. Comme nous, on doit le faire pour le bien des personnes qu'on accueille. Et c'est là aussi où les pouvoirs publics, on ne se rencontre pas. Ils appliquent des lois, des textes, et nous, on est dans l'opérationnalité tous les jours. On doit accueillir tout le monde sans condition, c'est ce qu'on fait, avec les moyens du bord, et on doit être dans un rapport de force, c'est ça mon propos en fait, et que je ne comprends pas, pourquoi nous sommes dans un rapport de force avec les pouvoirs publics pour revendiquer les droits des personnes qu'on accueille, les besoins des familles, pour tout ça. C'est vraiment quelque chose qui moi, me questionne, et peut-être que ensemble on peut trouver une réponse, et je suis content d'entendre qu'il y a de la mobilisation, et effectivement c'est d'en bas que ça doit monter aussi, mais ça devrait même pas monter ou descendre, ça devrait être horizontal en fait. Voilà. alors c'est Merci. une excellente remarque. Euh, Je partage le fait qu'il n'y a quasiment jamais de politique dans les débats sur le polyhandicap et que ce qui est très frustrant, c'est qu'on reste un peu entre nous. Mais au moins, il y a ce partage. Cela dit, vous aurez quand même demain pour la conclusion la secrétaire générale du comité international interministériel du handicap, Céline Poulet, qui sera là en clôture. Et juste une question, après, je m'adresse à Sébastien notamment, je pense que vous pouvez vous rapprocher des personnes qui ont déjà créé des unités d'enseignement. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que justement, dans le cadre de ce fameux volet polyhandicap de la stratégie quinquennale, nous avons travaillé en groupe, notamment avec l'INSHEA, notamment avec des professeurs des écoles spécialisées, avec des parents et des professionnels de l'accompagnement. Et il y a eu une circulaire qui est sortie sur le cahier des charges de la scolarisation des enfants polyhandicapés.
et que c'est donc celle-là qui vaut. Et que la DGESCO, on peut vous raconter ce qu'on veut, mais je vous en prie, monsieur, ne vous laissez pas faire, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on est prêts à vous prêter main forte quand vous voulez. Mais réellement, il y a évidemment les unités internes, mais il y a aussi les unités externalisées. Il est hors de question qu'on fasse n'importe quoi. Donc, vous avez cette circulaire qui a été travaillée au mot près et notamment qui insiste sur le fait que quel que soit le profil de polyhandicap, tous les enfants sont en capacité d'apprentissage. Et donc, ne vous laissez pas intimider. Quelquefois, tous les inspecteurs ne sont pas au courant de ce qui se passe, vraiment. Bonjour, Nathalie Poulani-Manteca, je suis la directrice de l'EAP L'Espérel à Caluire. Je me bats d'ailleurs pour qu'on reconnaisse cette appellation parce que systématiquement on dit IME et moi je répète EEAP. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai travaillé pendant 30 ans pour Sésame Autisme. Donc, toutes ces étapes-là, je les ai passées, l'ouverture d'unités d'enseignement, la reconnaissance de l'autisme. J'arrive depuis 2 ans sur cet établissement et je me dis, mais on a 20 ans de retard. Donc, on essaye de se bouger, notre équipe, tous les jours. On accueille 92 enfants de 0 à 27 ans à l'heure actuelle, alors qu'on a un agrément 0-20 ans. On a une liste d'attente de 80 enfants et on a des parents qui sont désespérés, qui nous appellent tous les jours. Et je me dis, bah oui, je vous entends, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut avancer tous ensemble? Et, écoutez, malheureusement, j'ai pas la réponse parce que Dieu sait qu'on essaye d'avancer depuis longtemps et effectivement tous ensemble. C'est vrai que la situation est tragique. Je devrais pas vous le dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Nous savons qu'il y a actuellement à peu près 32 500 personnes qui sont accompagnées par des établissements et des services, d'accord? Nous n'avons pas, ça a été dit très justement par Monsieur Laurin, nous n'avons aucune idée du nombre de personnes polyhandicapées réellement sur le territoire. Mais, si on se fonde sur un taux de prévalence scientifiquement connu et argumenté, et qu'on le multiplie par le nombre d'habitants, on arriverait, je ne sais pas ce que ça vaut, on arriverait très précisément à peu près 47 500 personnes, si ce taux de prévalence est juste, polyhandicapées sur le territoire français. Et donc, faites une soustraction facile, entre 42 000 et 37 000, mettons qu'il y ait des gens qui soient, notamment des enfants ou des jeunes, qui soient à domicile, parce qu'il y a aussi des parents qui pensent que c'est trahir leur enfant que de les confier à une institution, ça existe. Vous avez des enfants extrêmement fragiles, des adultes qui sont plutôt hospitalisés, etc. Il nous manque 10 000 places. Il nous manque 10 000 places. Et donc, si vous voulez, 10 000 places, c'est quasiment 10 ou 12 000 places, c'est quasiment 1 milliard. Donc, c'est un petit peu, c'est très ambitieux. On demande ce plan d'urgence, on va le porter, mais encore une fois, écrivez-nous, qu'on puisse dire, c'est pas juste cette gentille petite Madame Tesnas qui aligne des chiffres, c'est la réalité de chair et de sang écrite sur papier, et effectivement, c'est au terrain de parler. C'est le terrain qui doit parler. On l'a dit combien de fois aujourd'hui, combien de fois on a parlé de ces attitudes dogmatiques. Je pense que c'est vraiment le mot, c'est-à-dire, ça a été très bien dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas aller encore du bas vers le haut, du terrain vers la réalité des décideurs? Mais j'ai pas grand-chose de mieux à vous proposer parce que, croyez-nous, on se bat depuis des années et c'est pas si simple. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur nous. Alors, l'établissement L'Espérel, il y a 92 enfants, 125 salariés qui sont là tous les jours, qui sont restés pendant le confinement, puisque nous, on est restés ouverts pour accueillir des enfants très fragiles. Donc, vous pouvez compter sur nous.
Écoutez, merci beaucoup. Vous voyez, le constat est partagé ici quasiment par tout le monde ici dans la salle. Maestro, est-ce que tu as par chat des questions ou des... Le micro marche. Alors, il n'y a pas directement de questions de la part de nos 105, 106 congressistes qui nous suivent à distance, même si on sait qu'ils sont certainement 2 ou 3 fois plus nombreux derrière les écrans. Bien sûr, beaucoup d'encouragement et beaucoup de bravo, et des parents qui crient leur désarroi face à la situation qu'on connaît et qui nous redemandent que puis-je y faire. Donc, je pense que, Madame la Présidente, vous avez en partie répondu, effectivement, mobilisons-nous, mais pas directement de questions. Certainement que nos orateurs ont cueilli les participants. Il y a encore une question. Alors, je prends une dernière question, puis après, je vais quand même demander leur avis aux philosophes s'ils veulent bien me donner. Merci. Donc, Claude Oquet, président de l'Union départementale des papillons blancs. Parents, comme vous, Monsieur Laurent, qui avez témoigné. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, j'ai petit des deux mains. J'en ai un peu assez qu'on nous impose cette pensée unique quant à l'inclusion, l'autodétermination et l'autonomie concernant le polyhandicap. Mais je pense qu'on a quand même une part de responsabilité, puisque quand notre chère secrétaire d'État a été nommée et que elle nous a parlé d'autonomie, etc., nous avons répondu des deux mains, parce que peut-être c'est ce que nous souhaitions, c'est ce que nous voulions. Et je le regrette aujourd'hui. Franchement, je le regrette. Maintenant, par rapport au témoignage de directeur, et comme vous dites, Madame, je vais porter un peu nos revendications auprès des personnes concernées, sauf qu'aujourd'hui, on le fait depuis des années. On veut effectivement favoriser un certain courant de pensée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais vous le savez, et comme pour le Ségur concernant le social et le médico-social, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Alors que faire? Je dirais, Madame, patientons quelques mois. J'espère que on sera enfin, que nous allons changer de secrétaire d'État pour être un peu plus, voilà. Exactement. Et donc voilà. Mais on le voit à différents niveaux. Certes, vous allez porter ça, mais vous nous demandez des témoignages. Et comme vous disiez tout à l'heure, on va avancer à pas de fourmis, mais est-ce qu'on peut attendre, comme vous le disiez, Monsieur Laurin, que de la mise en place de certains dispositifs, et votre fille ne pourra pas en bénéficier, ma fille, qui a 30 ou 31 ans, ne peut pas en bénéficier non plus. Donc, on ne peut plus s'autoriser à attendre et encore attendre. Donc, je pense que peut-être que au niveau du GPF, c'est de se regrouper également avec d'autres. C'est peut-être fait. Moi, c'est la première réunion que je fais ici avec le GPF. Mais on sent bien sur le plan plus national qu'il y a des remontées de terrain comme ça, où on commence à en avoir assez de cette politique qui est mise en place. Donc, voilà, maintenant, je pense qu'il faut agir. Voilà, tout simplement. Alors écoutez, je suis d'accord avec ça. On fait de notre mieux. On est prêt à adopter des solutions pour peu qu'elles soient un tout petit peu efficaces, qu'elles ne sont pas toujours. Euh, bon, je veux pas ni critiquer ni dédouaner la secrétaire d'État, mais je doute qu'elle ait vraiment la main sur les budgets et qu'elle soit vraiment. Je pense pas que ce soit à son niveau seulement que ça se joue. Et donc, même si on la change, on risque d'avoir tout ce que je peux vous dire, monsieur, parce que je partage à la virgule près ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut pas lâcher. J'en appelle au man de Guillaume d'Orange, il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je crois que ça reste quand même un maître mot de notre action. Oui, je voulais juste compléter la réponse de Madame Tesnas en disant que
il y a deux problèmes. Il y a effectivement l'accompagnement des personnes polyhandicapées sur la durée, mais il y a un problème d'urgence actuel qui est que même les établissements qui existent ont du mal à fonctionner faute de personnel. Donc ça, c'est un problème, c'est vraiment une urgence extrême, absolue. On va avoir des établissements qui ferment, des personnes polyhandicapées qui vont être remises à la disposition de leurs parents, si je puis dire, m'exprimer ainsi, parce que il n'y a plus suffisamment de personnel. Et ça va prendre du temps. Alors on sait que c'est passager, bien sûr, c'est transitoire, mais c'est un effet du Ségur, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Enfin, ça va certainement durer 2 ans, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. C'est pas du jour au lendemain, mais ça sera pas très long non plus. Mais sur le long terme, alors comme vous le disiez, pour nos enfants qui sont adultes aujourd'hui, c'est pour nos enfants, mais qui ce sont des adultes, bien sûr, beaucoup de choses, ce que je disais tout à l'heure, elle n'a pas pu bénéficier, par exemple, de, de cours, que ce soit en primaire ou quelles que soient les années, ça n'existait pas, c'était quelque chose qui n'était pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est inscrit, ça fonctionne, il y a eu des preuves de démonstration, disons, et je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'éducation nationale qui sont persuadés que voilà, ça doit fonctionner et qu'il faut le développer. Donc, il y a des avancées, il y a des améliorations, il y a des choses qui se font. Après, il faut pas oublier que même si les chiffres donnés par Marie-Christine, donc peut-être 30 000 personnes polyhandicapées en France, ça reste quand même un chiffre très petit par rapport aux autres volets des différents handicaps au sens large. Et que, après, c'est des problèmes de hiérarchisation, prioritisation. On pouvait simplement espérer que il y ait beaucoup d'argent distribué, et il y a actuellement beaucoup d'argent distribué. Nos gouvernants ont des gros chéquiers actuellement, donc on pouvait espérer peut-être en bénéficier un peu, mais pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Excusez-moi, il y avait une dernière demande de prise de parole. Si on... Attendez, ça me pose des questions. On a une dernière demande de prise de parole, si on a le temps. Alors, allez-y, je voulais juste rajouter un truc à ce qu'a dit Monsieur Laurin, c'est que nous sommes très impactés par cette histoire de professionnels parce que ce sont les personnes que nous accompagnons qui ont les besoins d'accompagnement justement les plus intenses, mais c'est vrai dans tous les secteurs du médico-social, et il y a quelques autres quand même, notamment dans l'autisme, qui ont ces mêmes besoins, donc il y a tout de même un regroupement et des actions là qui se font jour. On vous écoute et après, parce qu'on va vraiment être trop en retard. Oui, merci de me donner la parole et puis merci surtout pour l'organisation de ce moment qui est vraiment très intéressant. Je suis Christian Hiller, directeur général des Papillons Blancs du Nord. Je voudrais juste revenir sur un point qui me paraît très essentiel. Je m'exprime pas en tant que parent. Je suis un professionnel à la disposition des parents qui sont mon employeur. Je ne vous rejoins pas sur un point essentiel et je voudrais bien que ce message soit entendu puisqu'il y a une question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il y a une fenêtre de tir qui existe là, qui a lieu tous les 4 ans, tous les 5 ans, sur nos élections. Cette fenêtre de tir, il faut vraiment l'utiliser. Le président de la République a annoncé que son quinquennat était le quinquennat du handicap. La secrétaire d'État actuellement est parent d'enfants handicapés. Simplement, lorsque vous discutez avec elle, parce que c'est quelqu'un d'accessible, avec qui on peut discuter, elle cite l'exemple de sa fille. Et sa fille, elle travaille dans les cuisines de l'Élysée. Écoutez, moi, je voudrais que toutes les personnes en situation de handicap ou de polyhandicap puissent travailler dans les cuisines de l'Élysée. C'est pas le cas. Il faut vraiment pas en faire une histoire de personne, il faut en faire un combat politique. Reprenons les déclarations du candidat Macron à l'époque et mettons-le face à ses responsabilités. Il faut faire une campagne offensive, j'ai pas dit agressive, offensive, constructive, à travers les réseaux sociaux, à travers les modes de communication. Le débat de fond sur un plan politique, c'est pas une question
tous les arguments, tous les intervenants qui sont passés sont de grande qualité, on est d'accord sur la philosophie, il n'y a pas de problème. C'est juste une question pratique. Est-ce que la France est une société forte qui s'occupe des personnes les plus fragiles? Oui ou non? Si c'est une société forte, elle doit s'occuper des personnes les plus fragiles, y compris non pas les 30 000, mais les 48 000 personnes en situation de polyhandicap. Même si ça coûte 1 milliard, la France en sortira grandie. Il faut sortir par le haut avec un discours politique, avec une campagne médiatique, mais vraiment offensive là-dessus. Et je conclurai juste pour vous dire qu'en tant que professionnel, cette démarche de culpabilisation des parents, vous vous rendez compte, 1 milliard d'euros, 48 000 personnes, mais c'est une honte d'entendre des politiques nous dire ça. Actuellement, il y a un président de la République qui disait que le social médico-social coûtait un pognon de dingue. C'est pas maintenant qu'il faut baisser le pavillon. Au contraire, associons-nous le polyhandicap avec d'autres causes et menons la nôtre pour le polyhandicap. Je vous assure que c'est maintenant qu'il faut agir. Il ne faut pas avoir peur de ménager des susceptibilités d'y aller. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà ce que je voudrais apporter comme témoignage. Écoutez, je vous en remercie, monsieur, parce que je partage complètement ce point de vue. Je partage complètement ce point de vue. Et croyez-moi, effectivement, que quand je parle de ce milliard, je suis parent moi-même. C'est pas du tout une entreprise de culpabilisation. C'est pour simplement dire que nous avons eu 180 malheureux millions pour la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre, plus quelques petits rajouts, et que j'ai un petit doute. On va demander ces places, on va les demander. Le plan d'urgence, il est prêt, mais je ne peux pas non plus vous garantir que ça va marcher. C'est tout ce que je voulais vous dire. Un petit mot des philosophes. Je ne sais pas, une remarque de philosophe, enfin, de philosophe, pas dans les abstractions qu'on dénonçait tout à l'heure. En réponse à l'histoire du 1 milliard, mais ça, c'est le 1 milliard, faut qu'on arrête avec ce truc-là. Combien ça coûte, le nombre de personnes qui craquent, qui sont en dépression parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles sont en burn-out, comme on dit aujourd'hui, etc. Ça, c'est pas compté, ça. Ça fait bien longtemps que Marx avait calculé combien rapportait le crime, avec les avocats, les machins, les bon voilà. Ben, faudrait qu'on fasse ce compte aussi, mais je crois qu'il devrait être fait. De plus, il y a une chose que j'aimerais vous dire à vous, faites connaître cette profession. Moi, j'ai des élèves qui me demandent l'année dernière à une élève, je sais pas trop ce que je vais faire, peut-être faire de la communication. Je dis, c'est quoi de la communication? Justement, il y a plein de personnes handicapées qui voudraient communiquer et qui n'y arrivent pas et que vous pourriez peut-être aider, etc. Elle a fait la grimace. C'est parce que ça, c'est pas des professions connues et c'est plutôt des professions qu'on évite. Vous voyez, là, je crois qu'il y a vraiment tout un travail de pédagogie à faire auprès des jeunes sur la dignité, sur la magnificence de ces professions-là, qui sont globalement assez méprisées dans l'esprit général. Alors des familles, des parents d'élèves, et voilà. Et là, je crois que là, il y a vraiment quelque chose à faire de façon très active. Vraiment, faites connaître ces situations. Allez voir les jeunes, dites-leur, on a besoin de vous, parce qu'ils ont aussi envie d'entendre ça. La jeunesse est assez désespérée quand même, hein, donc ils ont besoin d'entendre qu'il y a du sens humain au-delà de la capacité d'occuper une profession qui va rapporter du fric, etc. Voilà, donc c'est ça, le 1 milliard, faut arrêter avec ça. Ça coûte encore plus cher. Tout ce que coûte le fait que les gens sont pas aidés. On sait que les accompagnants, par exemple, hein, les gens proches, hein, lorsqu'ils sont tout seuls, j'en fais un peu l'expérience avec ma mère justement. Hein, quand ils sont tout seuls à aider une personne qui est en grosse difficulté, il y a un certain nombre d'entre eux qui meurent avant la personne concernée. Donc tout ça, on le compte pas. Donc voilà. Alors, j'ai terminé votre précédente intervention en disant quelle leçon de vie, dont acte, rebelote, quelle leçon de vie. Donc, il faut effectivement, je partage ce sentiment, faire connaître ces métiers. Quant au coût réel, malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un message qui est pas très facile à faire passer. Un mot très bref, 3 points. D'abord, dire à quel point j'ai trouvé
sensible, profonde et stimulante ce que vous avez dit, Monsieur Lorrain, et j'espère qu'on pourra peut-être avoir votre texte et peut-être le mettre en ligne sur le site de l'espace éthique, on en serait très fiers. La deuxième chose, c'est que je souscris à ce que vous venez de dire sur les difficultés de la fragmentation et sur l'importance de s'unir. Nous, on l'a vu pour ce qu'on appelle les maladies neuroévolutives. On a été créé, nous, on a une mission nationale sur Alzheimer d'abord, sur les maladies neurodégénératives ensuite. Et l'union n'est pas toujours facile parce que quand vous avez une maladie qui entraîne des troubles moteurs, vous n'avez pas spécialement envie forcément d'être associé dans l'esprit de la population à des personnes qui ont des maladies psychiques ou à impact sur l'identité ou sur la cognition. Donc là, cette union, il faut aussi la bâtir. Je trouve pas ça si évident que ça, mais c'est évidemment l'enjeu à mon avis. Et pour finir, autant je trouve l'appel à l'action tout à fait pertinent, mais je suis désolé, on n'est pas d'accord sur la philosophie du tout. Il y a un travail à mener sur le terrain des idées en même temps que l'action et en même temps que l'union. Je pense que si cette pensée unique, comme elle a été nommée, est aussi présente, voire aussi obscène, parce que finalement ça fait rêver, inclusion, autodétermination, autonomie, innovation, une espèce de pensée unique qui devient obscène parce que quand on la compare aux réalités de terrain que vous vivez et que vous avez décrit, c'est même plus que c'est déconnecté, c'est de l'obscénité. Il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. Mais je trouve que ça suppose quand même que il y a un travail de la pensée aussi au point de vue un travail conceptuel qui soit fait. Je pense pas qu'il faille le négliger et je pense pas qu'il faille opposer l'action et la réflexion. Là, à mon avis, il faut qu'elles aillent de pair parce qu'il y a aussi un blocage idéologique et qui fait que pour l'instant c'est pas entendu, voilà, et que c'est considéré comme il y a une société qui avance, qui va être une société de l'autonomie, et puis il y aura voilà assez marge, un certain nombre de gens qui vont bénéficier de ce qui reste ou restera peut-être un jour de l'État-providence. Il faut qu'on sorte de ça, et ça c'est bloquant aussi. Il n'y a pas que l'argent et la mauvaise volonté, donc je renouvelle mon appel à ceux que ça intéresse de travailler aussi sur cette dimension-là, si vous voulez. Alors, merci à tous. Je vous donne une petite pause quand même, parce que vous avez bien pensé, vous avez le droit de vous dégourdir les jambes. On reprend à moins le quart.